En fait, j'ai une sorte d'éléphant dans la pièce là qui m'est apparu. Je crois pas qu'on en ait parlé pendant le premier épisode. Je pense y avoir déjà pensé. Je n'avais pas envie de te poser une colle, mais toi, t'as vendu quand même un groupe média mobile, news, à des Chinois. Ouais. Voilà, je pose ça là. Chacun a des expériences différentes, avec des leçons qui tirent de manière différente, et partager ces leçons-là, c'est une opportunité fabuleuse. Le goût de l'autre et l'échange, c'est une opportunité fabuleuse. Le premier constat, c'est de dire les médias sont en crise, donc ont moins en moins d'argent, surtout la presse écrite, et donc ils font de moins en moins d'investigations. Pourquoi ils font de moins en moins d'investigations ? Parce que les investigations, c'est 3, 4, 5 journalistes qui bossent pendant 6 à 9 mois pour peut-être, si c'est concluant, sortir un article qui aura le même taux de clic, si je caricature, que Kim Kardashian. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. On commence donc une sorte de première, c'est un peu ça, un épisode freestyle, hein, on va appeler ça comme ça, avec Gilles Raymond. Salut Gilles. Salut. Bon, je te dis salut, mais on vient de déjeuner ensemble, donc voilà, cet épisode un peu improvisé, impromptu après un déjeuner et une petite tentative, on y reviendra, d'échange auparavant. Gilles, alors on a déjà enregistré ensemble, je recommande cet épisode qui se nomme par une citation « Je préfère me planter en essayant de sauter 2 mètres que réussir brillamment en sautant 30 cm ». Donc ne la ressors pas aujourd'hui, tu l'as déjà dit, tu vois, c'est bon. Promis. Et puis, c'est l'épisode 112 que je vous recommande, qu'on a enregistré il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, donc fin 2019. Bien avant toute cette pandémie, tout ça, où tu nous racontais en effet que tu vivais entre Maui, où tu n'as pas dû aller beaucoup récemment quand même. Ah si, pas mal. Ouais. Comme je suis résident américain et de nationalité française, j'ai la chance de pouvoir voyager relativement correctement. Bon, et puis donc Maui, Bordeaux et San Francisco. Et puis quand je t'ai eu l'été dernier, t'étais pendant 1 mois au fin fond de la Turquie, hein, c'est ça à peu près, ouais. Ouais, bonne mémoire. Voilà, tu n'oublies pas de partir ailleurs quand même, pas garder tes 3 destinations qui sont pas toutes proches pour aller découvrir de nouveaux endroits. Mais c'est pas le sujet du jour. On va quand même faire un petit update de où est-ce que t'en es, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Mais l'idée qu'on a eue tous les deux sur cet épisode freestyle était de parler de quelque chose qui te tient à cœur, notamment parce que tu as parlé alors on appelle de Signal Foundation, c'est ça ? The Signal Network Foundation. Network Foundation, on en a parlé lors de notre premier épisode. On va parler aussi d'autres business, on a parlé de tes anciens business et de ce que tu avais fait avant. Mais tu me disais à quel point cette fondation que tu avais créée avait changé ta vie, en fait. Hein, c'est un peu ça, j'exagère ou... Oui, en tout cas, à donner de nouvelles perspectives à ma vie, à ma raison d'être, à ma direction, pas au sens nouvelle aux dépens d'une volonté professionnelle, mais nouvelle au sens additionnel à ce que je faisais déjà. Et en échangeant là-dessus, on se posait un peu la question de peut-être tout le sens de l'entrepreneur, au sens large d'ailleurs, l'entrepreneur de sa vie, parce que c'est les personnes que je reçois sur Génération Do It Yourself, des femmes comme des hommes qui ont décidé de prendre leur vie en main, et qu'aujourd'hui on va crier un peu, ou en tout cas décrier des grosses levées de fonds, des choses qui semblent pas forcément nécessairement être une fin en soi. Et même, quand bien même d'ailleurs tu arrives au bout d'un chemin, ce que tu avais fait toi auparavant, finalement on se pose la question what's in it for me, le pourquoi, quoi. Hein, c'est un peu ça. Exactement. Alors, sur une manière très élevée, on va dire dans une réflexion un peu haute et en même temps en profondeur, on peut se dire super, on a tous travaillé pour lever de l'argent, réussir matériellement, professionnellement. Et on est aujourd'hui dans une culture qui est quand même
très influencé par, il suffit de regarder notre mur LinkedIn par qui lève combien, quel exit, etc. Et la question derrière, c'est, et une fois qu'on a fait ça, pour ceux qui l'ont fait, ça amène quoi? Et finalement, ça, c'est une grande victoire, c'est une grande satisfaction. C'est toujours magnifique de faire ce que j'appelle du 0 to 1, ou plutôt que Peter Thiel l'appelle du 0 to 1. Hein. Je parle d'une idée et j'en crée une entreprise avec succès, c'est quelque chose de magnifique. Mais cette compétence-là, on peut la dupliquer en plus sur l'organisation, la mise en place ou une contribution, non pas dans un but de accroître sa notoriété professionnelle et matérielle, mais dans un but de amener sa goutte d'eau ou changer le monde, ou amener sa goutte d'eau pour faire que les choses autour de nous aillent mieux. Quelle que soit sa taille d'ailleurs, hein, que ça soit au niveau d'une famille, que ça soit au niveau d'une ville ou que ça soit au niveau de la planète. Tu dis en plus. Mais ça, c'est un truc de riche, ça. C'est parce que tu as réussi, toi, déjà. Alors, c'est toujours la plus facile quand on a des moyens, en effet. Mais je pense que chaque individu a la possibilité de contribuer à son échelle, au quotidien, de manière mensuelle, de manière annuelle, pendant ses vacances, à améliorer son environnement. Et encore une fois, son environnement, ça peut être des amis, ça peut être un inconnu, ça peut être une organisation, ça peut être un continent, ça peut être une planète, suivant ses ambitions, suivant ses désirs et suivant ses disponibilités. Suivant ses disponibilités, c'est un peu là où je voudrais rebondir. C'est que tu as alors toi, t'es bon. À la fois, t'es un bon exemple parce que tu crées quand même une start-up en ce moment. Alors que tu même retournes un peu une sorte de pivot, tout en alors dirigeant. C'est un peu spécifique parce que t'es à la fois dirigeant, président de cette fondation, mais à la fois t'es pas complètement les mains dans le cambouis parce que tu ne peux pas, hein, si j'ai bien compris. Hein. Exactement. On commence par quoi? Donc depuis qu'on s'est vu, tu avais ce projet toi qui était Done. Ouais. Qui s'appelle toujours Done. Alors, qui a changé, je peux en parler rapidement. Donc, le projet était extrêmement ambitieux, c'était justement sauter les 2 mètres et d'essayer de faire une sorte de mini G Suite ou Office Suite sur téléphone mobile. Et puis, le projet était très ambitieux. Donc, G Suite, Google Suite, Office Suite, donc faire un Excel spreadsheet machin sur mobile. Alors oui, en tout cas, une messagerie, une liste de to-do, une gestion de fichiers et de données et de calendrier, le tout dans la même application sur mobile. Donc, projet extrêmement ambitieux. À peine, non, juste un peu. Ouais, d'accord, très bien. Ouais. Surtout qu'on part d'Europe pour le faire. Et puis, on a fait évoluer la société. Aujourd'hui, elle s'appelle Let's Meet et elle propose de manière extrêmement simple de dire, au lieu de faire 250 échanges d'emails chaque fois que vous voulez monter une réunion avec des gens internes ou externes, on vous garantit que vous faites un email et à la fin de cet email, la réunion sera montée. Et donc, alors, on va revenir sur Let's Meet, mais je voudrais revenir sur Done, justement, un projet extrêmement ambitieux. Tu as essayé de sauter 2 mètres et pas 30 cm. Ouais. Tu t'es pris un gadin. Ouais. Pourquoi? Enfin, c'était trop ambitieux? T'aurais pas dû? Alors, non, j'aurais pas dû. La seule manière de savoir si c'était trop ambitieux, c'est de le faire, hein, ou de tester de le faire. Donc non, je suis très très content d'avoir fait cette expérience. Pourquoi? Pour plein de raisons. Je pourrais citer le Covid, où quand même, quand tout le monde est confiné, le mobile est plus brusquement le premier outil d'accès et d'usage. Le projet était en effet extrêmement ambitieux et donc sa probabilité de risque était extrêmement élevée. C'est plutôt ce qu'on appelle un play américain. Donc c'est plutôt une levée de fonds de type américain basée dans la Silicon Valley pour le lancer qu'européen. Donc, je pense que c'est les 3 principales raisons. Il y en a probablement d'autres, mais c'est les 3 principales raisons pour lesquelles on a dû se repositionner complètement sur le saut à 2 mètres. Alors, l'objectif, là, c'est pas de refaire tout le parcours et tout ça, mais c'est important pour recontextualiser par rapport au fond de cet épisode, qui est d'expliquer que tu peux faire autre chose en même temps. Dans tous les échanges qu'on a eus depuis 1 an presque, je te parle de cet épisode où tu étais en Turquie, et puis à Bordeaux, et puis ailleurs, tu m'as aussi raconté un moment que t'as pivoté, on va dire commercialement, mais techniquement, administrativement, tu as fermé Done. Ouais, complètement. On peut le dire. Hein, ouais. J'ai fermé Done en me disant que l'évolution de la société se devait d'être plus une société américaine
qui est plus facile dans le monde de la tech qu'une société française. Donc, j'ai été amené à faire Medon pour plein de raisons, y compris des raisons légales et de flexibilité, et de continuer ou de repartir from scratch, de zéro, aux États-Unis, où j'avais en plus un accompagnement qui était plus positif, j'allais dire, ou meilleur, un environnement meilleur pour remonter Let's Meet. Alors oui, t'es incubé par l'un des deux gros incubateurs américains, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc Village Global nous a sélectionnés, et Village Global est un incubateur américain du style Y Combinator, YC, avec deux caractéristiques. Très sélectif, ils ne prennent que 20 sociétés versus 300. Et surtout, les partenaires ou les investisseurs de Village Global sont Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Eric Schmidt, Tim Cook, enfin tous les grands de la Silicon Valley. D'accord. Bill Gates. Ils ont tous de l'argent dedans. Ils ont tous mis 0,00001% de leur fortune de millions, dans Village Global. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même loupé un coche, je crois, à ce moment-là. Je veux dire, décembre 2020, tu me racontes, non? Il me semble que tu as dû fermer la boîte alors que tu aurais pu avoir un financement à quelques heures près ou quelques jours près. J'ai fermé la boîte le 23 décembre à 11h. La décision de fermer la boîte 23 décembre à 11h. Et à 19h, j'avais cette information de financement par Village Global. Ah, d'accord. Donc, c'était eux qui t'ont dit t'es accepté. Ouais. Alors que ça aurait pu être la même boîte, en fait. Alors que ça aurait pu être même la même boîte. Alors, ils fonctionnent par batch, par séquence. Et eux, j'étais sur le batch du 31 mars. Et donc, il y avait quand même un trimestre où j'aurais eu à traverser une mer plane, sans vent. Ça aurait été compliqué quand même. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que pendant quelques heures, entre 11h et 19h, toi, tu allais passer à autre chose, complètement, non? Alors, j'étais pas assez frais pour me dire ça. J'étais vraiment... J'encaisse. Enfin, ça reste un échec qui est une source de réflexion et demain, je pense, de réussite. Donc, il est extrêmement riche. Mais donc, d'abord, on encaisse. Et puis, on réfléchit sur, OK, je vais en faire quoi de cet échec? Qu'est-ce que je vais en apprendre? Qu'est-ce que je dois corriger pour la prochaine fois? Enfin voilà, on fait un vrai post-mortem d'abord individuel pour après le faire avec toute l'équipe. Tu peux me partager un peu le résultat de ce post-mortem individuel? C'est les éléments que je citais. Le Covid a bien évidemment pas aidé, mais c'est une excuse évidente ou facile. Le fait que le projet soit très très ambitieux par rapport à la structure de l'équipe. Là, je parlais individuel, là, toi. Pardon. Ouais. De pas avoir identifié préalablement, merci de me recadrer, bien sûr. Bienvenue, de pas avoir préalablement identifié ces éléments-là. C'est-à-dire que dire... Le Covid, tu peux pas l'identifier après. Le Covid, je peux pas l'identifier, mais en revanche, la localisation de la société, la structure de l'équipe, la composition des investisseurs, la façon dont on va lever des fonds, et le fait que ça soit un play plutôt américain, plutôt qu'européen, alors que j'ai monté la boîte en Europe, c'est de se dire, ces analyses-là, ces informations que j'avais en amont, que j'aurais pu avoir ou j'aurais dû avoir en amont, et que j'aurais dû prendre en compte. J'ai une question sur ce play américain. Ouais. Pardon. Qui est passionnant. Ouais. T'avais fini? Non, vas-y. Plus de couper les gens. Donc, du coup, tu as monté une boîte aux États-Unis. Ouais. Toi, tu es résident américain, mais en fait, tu es en France. Enfin, pas mal ces derniers temps. Tu es dev et tout le monde est en France. Ouais. Et juste parce que administrativement, tu as monté une boîte aux États-Unis, tu es sur le play américain? Alors, petit détail, je vis aussi aux États-Unis. Oui. Et donc, je passe du temps à San Francisco. Et donc, mais tu vois ce que je veux dire? J'ai un réseau aussi aux États-Unis, à San Francisco. Mais fondamentalement, c'est les mêmes personnes. C'est toi qui vivais avant aux États-Unis aussi, mais qui avait une boîte française, administrativement française, avec des devs plutôt français et voilà. Mais donc, avec une levée de fonds plutôt française, avec des investisseurs plutôt français, avec une visibilité plutôt française, ou avant française et peut-être après américaine, où là, le cercle vertueux est dans l'autre sens. Mais alors, c'est d'abord une boîte américaine, et puis d'ailleurs, on cherche avant tout des clients américains. La majorité de nos contacts sont américains, la majorité de nos investisseurs sont américains. La personne qui nous a incubés, c'est Village Global, américain. Enfin voilà, on est dans une dynamique américaine qui n'est pas une garantie de succès, mais qui est plus en adéquation avec l'ambition de la boîte.
Alors, à qui et comment, mais on recommande de faire ce play américain? Pourquoi je devrais le faire? Je pense qu'à partir du moment où où on a un enjeu qui est international, dans la tech, dans la tech, bien évidemment, le play américain, il est plus évident. Comme le disait, je ne citerai pas l'investisseur, mais comme me disait un investisseur, si Slack avait été bâti à Paris, il serait devenu plus difficilement Slack. Et le fait qu'il soit bâti dans la Silicon Valley l'a directement et indirectement aidé. Et pour autant, les Suédois avec Skype et Spotify, les Israéliens avec Waze et 1 million d'autres, dans des tout petits pays, réussissent à faire des plays worldwide et américains. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on est dans un ventre mou d'un pays trop gros et trop petit. Non, mais je dis pas qu'on se trompe pas dans le discours. Je dis pas que c'est impossible. Il y a plein, en effet, d'exemples, comme tu le cites, qui démontrent que c'est totalement possible. Mais pour un exemple européen, je peux probablement en citer 1000 américains. Et les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens et c'est absolument génial. Quand on regarde le monde de la tech en France il y a 20 ans, puis il y a 10 ans, et puis maintenant, on va dans une direction qui est absolument éblouissante. Mais il y a aujourd'hui la dynamique, elle est plus américaine, pour l'instant, encore, que européenne, même si les choses vont vraiment dans le bon sens. L'autre aspect intéressant de Let's Meet, c'est que donc, tu me parles de cette incubation et une de mes réactions, je crois que les 2 fois où on en a parlé, c'est non mais même toi, Gilles Raymond, là, cette incubation, en fait, ça te sert à quelque chose. D'où ça valide ma thèse de génération do it yourself. Mais je veux dire, tu sais, chaque fois tu te dis, mais le mec, il a vendu une boîte à des Chinois, un industriel gigantesque en Chine, donc Mobile Republic. Il est passé, tu vois. De toute petite bootstrappée à plusieurs fois, tu as fait ça à des boîtes gigantesques avec plein de monde, des rôles importants, et je me dis attends mais là tu reviens dans un truc t'as pas besoin, tu vois, t'as fait de l'argent, t'as fait voilà. Est-ce que tu peux me dire pourquoi t'en as besoin et est-ce que ça t'apporte et c'est un peu surprenant pour moi en fait. Alors pourquoi je remontais une boîte ou non, pourquoi tu as besoin d'être... Qu'est-ce que t'apporte un incubateur? Tu vois, on a un peu l'impression que c'est normalement que c'est un truc pour les primo-entrepreneurs, quoi. Alors, je comprends complètement. Moi-même, d'ailleurs, je me posais des questions sur le sujet. A posteriori, là, je suis quasiment à la fin de la période d'incubation qui est d'1 trimestre. Je suis extrêmement heureux d'avoir été incubé. D'abord, quand même, le marché et les technologies et les logiciels disponibles évoluent aisément au moins tous les ans, pour ne pas dire tous les trimestres. J'ai rencontré des gens qui avaient une expertise exceptionnelle. Mon executive coach, donc celui qui m'accompagne toutes les semaines pour savoir où j'en suis, il a monté sa boîte, il l'a vendue à Dropbox, il a été directeur marketing de Dropbox. Il a été chassé par Evernote, il a rejoint Evernote, il est resté 1 an, il est devenu partenaire dans un beau un beau fonds de capital risque aux États-Unis, puis maintenant il fait l'économie. Donc il a, par son expérience, énormément à partager, à enrichir, à échanger. Et puis il y a des cycles de formation assez brefs mais extrêmement qualitatifs. Quand vous avez le CEO de Quora, le PDG de Quora, qui explique comment il manage la communauté, jamais vous pouvez apprendre ça par vous-même. Ou en tout cas, moi, j'ai pas eu l'opportunité d'apprendre ça par moi-même. Donc, et puis même si d'ailleurs c'était des gens qui n'avaient pas ce niveau de prestige, je veux dire, chacun a des expériences différentes avec des leçons qui tirent de manière différente et partager ces leçons-là, c'est une opportunité fabuleuse. Le goût de l'autre et l'échange, c'est une opportunité fabuleuse. Ce podcast en est la preuve d'ailleurs. Merci. Comment tu postules à un fonds comme ça? Tu remplis un formulaire, donc c'est assez standard. Hein, t'as l'adresse, ça doit être villageglobal.vc de mémoire. Tu remplis le formulaire et puis... T'as pas un shortcut quand tu... non, tu passes comme tout le monde, il y a une seule voie. C'est ça. Et puis, après, j'ai pitché et puis t'attends un peu, puis on te dit go, no go. Village Global, en effet. Nous ne sommes pas un traditionnel venture capitaliste, nous sommes un network. Nous opérons comme un network.
Tac. Vous avez du capital connecté, c'est ce qu'ils te disent. Donc, Reid Hoffman, le patron de LinkedIn, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos. On a Sarah Blakely, Diana Green. Dis donc, il y en a beaucoup. En effet, c'est pas dégueu. Et eux, tu les rencontres pas, non? T'as pas le droit à Jerry Yang, founder de Yahoo. T'as pas le droit à un petit tête-à-tête avec Jeff Bezos, non? Alors, avant le Covid, t'avais le droit à une séance. Je crois que la précédente, ça avait été Bill Gates qui était intervenu. Indépendamment et en dehors de l'effet, c'est génial de rencontrer ces gens-là et de parler d'une vision globale, etc. Bien évidemment, dans le conseil opérationnel, ils ont moins à apporter. La problématique de go-to-market de Bill Gates ou de Jeff Bezos, elle est assez éloignée d'une problématique du product market fit ou du go-to-market d'une start-up de 2 à 10 personnes, quoi. Après, c'est agréable pour l'ego, mais de manière opérationnelle sur la gestion de boîte, c'est plus limitant. Et ça, c'est quand même le truc méga relou, c'est que ce soit, j'imagine, sur Village Global ou ici, t'es content quand même d'aller sur place, quoi, de rencontrer une promo, etc. Là, ça doit être un petit peu frustrant, quoi, de faire tout ça à distance, non? Oui, mais ça fait partie des nombreuses frustrations de la limite de la rencontre, ou de pas pouvoir se rencontrer réellement. Top. Alors, du coup, Let's Meet, je vois bien un seul email. J'ai un rendez-vous. Alors ça, pour moi, c'est un peu de la magie, quoi. J'ai du mal à comprendre. Il y a qui sur cet univers? Il y a Calendly. Il y a finalement on parlait ce midi de Double, moi que j'adore, que j'utilise, Alice Default, là, with Double. Donc, ce sont des assistants réels, ça. Julia, que j'embrasse. Là, tu fais de la magie, en fait. Merlin Papin. Non. Alors j'espère que c'est avant tout de la technologie et un peu de magie, ou que la technologie est suffisamment bien faite pour que ça ressemble à de la magie. Mais donc notre proposition, c'est de pouvoir monter des meetings à plusieurs, ce que ne permet pas Calendly. Calendly, c'est du one-to-one. Si vous voulez monter un meeting avec 3 personnes, Calendly n'offre pas ça dans la fonctionnalité. D'accord. Alors ça me fait penser du coup à ce truc de Paul là, de Doodle, exactement. Ouais. Donc Doodle, c'était la première version, j'allais dire, c'est la V1 1.0 qui n'a pas bougé depuis 12 ans. Le Doodle a été lancé depuis 12 ans et ça n'a pas bougé. Nous, ce qu'on propose, c'est tu envoies un email où les gens sont déjà connectés à Let's Meet et le système scanne tout simplement et de manière extrêmement efficace les agendas et les disponibilités et dit voilà, vous voulez rencontrer ces 5, 10, 15 personnes. Il y a eu même un meeting qui s'est fait avec 32 personnes et on trouve la disponibilité là, facile, où les gens ne sont pas connectés à Let's Meet, ce qui quand même reste aujourd'hui la probabilité la plus forte. Et dans ce cas-là, les gens choisissent les créneaux sur lesquels ils sont disponibles. Un élément important, c'est qu'on est dans une approche d'entonnoir. C'est-à-dire que si on est 4 et que j'envoie mes 15 créneaux pour proposer un rendez-vous que je l'envoie à Mathieu choisit ses 10 créneaux. Julie aura le choix dans les 10 créneaux de Mathieu. L'avantage, c'est qu'à la fin de ce cycle-là, le meeting se monte. C'est pas un sondage. On est sûr que tout le monde participe au meeting, puisqu'on est dans une approche d'entonnoir. Et le meeting se monte automatiquement dès que le dernier invité a donné ses disponibilités. Le risque, c'est que personne n'a de disponibilité en commun. Donc, c'était un pari qu'on avait fait, d'ailleurs, en disant on va espérer que les gens vont offrir suffisamment de créneaux pour qu'il y ait des disponibilités communes. Et aujourd'hui, 78% des meetings se montent. Donc, on est dans 22% de cas où les gens n'ont pas de créneaux communs. C'est sûr que tu m'as filé une stat qui est quand même dingue, parce que je te disais que moi ça me rendait ouf, je voulais plus organiser de meeting, en fait je veux plus, je renvoie tout justement vers Julia et parce que j'ai la chance d'être, d'avoir, c'est pas la chance d'ailleurs, j'ai choisi de travailler avec je le disais, ils sont pas sponsors, je suis pas investisseur, pas encore en tout cas, mais de With Double etc. Mais d'avoir quelqu'un qui m'aide à faire ça, parce que 30% de ton temps, ou en tout cas de ton temps sur tes emails, est passé à organiser des meetings. Oui. C'est ça. Alors, le chiffre, c'est 30% des emails sont dédiés à organiser des meetings ou des réunions. Ce qui reste, c'est quand même un email sur 3 qui est dédié à ça. Et on a tous connu le cauchemar de est-ce que tu es dispo à 15h? Non, à 15h, je peux pas, mais je peux mercredi à 16h. Ah oui, 16h, je peux, mais
Céline ne peut pas, zut, est-ce que tu fais vendredi, je suis en blablabla. Donc c'est comment, au 21e siècle, alors qu'on envoie 40 000 satellites en basse orbite, comment on peut mettre en place un système qui permet de monter un meeting en un seul email. Alors, je suis très partagé parce que je suis venu en te disant Merlin, parce qu'en effet, ce truc me semble insolvable et visiblement, tu es en train d'y arriver, donc c'est intéressant. Mais je suis très partagé parce que quand tu parles de Don tout à l'heure, tu me dis à la fois c'était un truc trop large parce qu'on voulait faire des emails, des meetings, des notes, des tâches, etc., etc. Donc la tâche était trop grande. Et là, tu es sur même pas du calendrier, même pas de l'organisation d'événements, mais de l'organisation de l'événement à plusieurs. Ouais. Donc c'est genre supra-niche. Tu es passé d'un truc super wide à un truc supra-niche. Alors, oui, non, c'est-à-dire, oui, par rapport à avoir une sorte de Google Suite ou de Microsoft Suite, c'est plus focalisé, en effet. En revanche... C'est une feature, tu vois comme on dit. Ouais, c'est une fonctionnalité. Aujourd'hui, il y a que les chiffres, je n'ai que les chiffres aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, tous les jours se montent 55 millions de meetings. Je ne connais pas quelqu'un qui bosse, qui n'a pas connu le cauchemar de monter une réunion à plusieurs avec des agendas à changer en permanence et à vérifier, etc. Donc c'est un pain point qui est universel, qui est multi-quotidien, en tout cas multi-hebdomadaire. Et le chiffre frappant, c'est 55 millions de meetings se montent tous les jours aux États-Unis, avec une moyenne de 3,2 participants par meeting. Donc c'est une belle niche, on va dire. et qu'est-ce qui se passe si je le décale ? En effet, c'est en dehors, ça sort de ton spectre Let's Meet ou c'est décalé avec Let's Meet ? Alors, dans la version 1 que nous avons sortie, c'est pas encore traité. Non, mais la question est complètement légitime. C'est pas encore traité. On a déjà la fonctionnalité dans le pipe, j'allais dire. On a aussi d'autres priorités en termes de fonctionnalité. Donc, oui, il y aura la possibilité d'éditer le meeting en rajoutant des invités, en enlevant, en le décalant. Mais étape par étape. Ok, alors là-dessus, Village Global investit avec toi, tu lèves combien au passage ? Alors pour l'instant, on fera une levée en septembre, mais quand on est incubé, Village Global met $150 et prend 7% du capital, ce qui valorise la boîte Day One à $2 millions. D'accord. Et toi, tu as mis de l'argent un peu ou... Moi, j'ai mis un capital de base, mais mineur. Donc, vous avez lancé ça, ok. Pour reboucler sur ce sur quoi, enfin, il y a un peu le sujet du jour et ce sur quoi on a décidé de faire cet épisode un peu impromptu. Pourquoi tu refais ça alors qu'en parallèle, tu as donc cette Signal, je vais dire des conneries à chaque fois, j'ai pas noté, j'ai pas préparé assez là, mais Signal Foundation, il me manque un mot, Network Foundation. Signal Network Foundation. Et je vais l'ouvrir sur mon truc, je vais le noter. Alors que j'ai l'impression que ça t'emplit de bonheur, en tout cas ça te t'emplit professionnellement de mission, de raison d'être, etc. etc. Pourquoi te relancer dans cette aventure ? Alors c'est une bonne question. Je pense que les deux sont du 0 to 1. Hein. Les deux sont j'ai un rêve et je vais le réaliser et surtout le concrétiser. La dynamique qu'il y a autour d'une fondation ou d'une organisation à but non-profit, désolé pour mon anglicisme, c'est pas la même dynamique que créer une entreprise. Les rythmes sont pas les mêmes, surtout dans le domaine où est The Signal Network, et peut-être aussi qu'il faut, j'explique un peu ce que c'est, mais surtout dans la dynamique où on n'est pas sur un même rythme. Et puis, j'ai aussi, de par mon statut de non-journaliste et non-avocat, des limites sur ma contribution à la fondation et entre autres à l'accès à l'information qu'il y a dans cette fondation. Donc, quand j'ai monté The Signal Network Foundation, sur lequel je ne suis que le président du board, hein, je suis pas, c'est Delphine Algan qui est la directrice et qui est donc la boss opérationnelle de la fondation. Je me suis retrouvé vite limité dans ma contribution et je me suis dit, ok, je comprends que c'est pas mon secteur, que j'ai des limites juridiques, des risques juridiques, que c'est pas mon métier non plus. Hein. Journaliste, c'est un métier, un vrai métier à plein temps avec une expertise, une formation, etc. Et j'ai vite atteint la limite de ce que je pouvais apporter de manière opérationnelle et quotidienne. Alors, si je dis pas de bêtises,
Whistleblowing International Network, donc The Signal, c'est la même chose, c'est deux choses. Je suis tombé sur le site de The Whistleblowing International Network. Donc ça doit être un. Non, ça c'est une autre. Ah bah alors c'est votre référencement qui m'a emmené là-dessus. C'est bizarre. C'est thesignals.org. Et tu vois, quand j'ai tapé thesignals.org, je me suis retrouvé sur ça. Donc il va falloir qu'on parle référencement naturel. Ouais. D'accord. Et du coup, l'approche de Signal, c'est deux grands métiers qui sont organisés avec plein de médias à travers le monde. Finalement, ce qu'on dit des procédures de lanceurs d'alerte, en tout cas, voilà. Et ce qui en découle. Donc, temps 1, c'est les lanceurs d'alerte, qui, quoi, comment, on en fait quoi, etc. On l'organise. De temps en temps, ça va être juste des médias qui vont te solliciter, des grands médias internationaux, en France, aux États-Unis, etc. Et temps 2, on protège. C'est un peu ça ? Oui. Alors, peut-être un petit peu d'historique pour comprendre le contexte et d'où on vient. Le premier constat, c'est de dire les médias sont en crise, donc ont moins en moins d'argent, surtout la presse écrite, et donc ils font de moins en moins d'investigations. Pourquoi ils font de moins en moins d'investigations ? Parce que les investigations, c'est 3, 4, 5 journalistes qui bossent pendant 6 à 9 mois pour peut-être, si c'est concluant, sortir un article qui aura le même taux de clic, si je caricature, que Kim Kardashian. Et donc, s'il faut faire des coupes financières, je vais faire des coupes sur l'équipe d'investigation. Le deuxième élément, c'est de dire les investigations sont des sources ou sont les éléments qui ont révélé les plus grands scandales au monde. Le dernier, c'est Panama Papers. On a l'histoire d'Edward Snowden avec la NSA. On a LuxLeaks, on a UBS Leaks, et ainsi de suite. Enfin, si vous regardez sur les 10 dernières années, la majorité des gros scandales sont liés à de l'investigation et à des lanceurs d'alerte. Donc, on a, troisième élément, des lanceurs d'alerte qui sont des gens absolument courageux, pour ne pas dire complètement fous, et qui risquent leur vie, leur carrière, pour révéler ces informations avec une chance incroyable qui est la digitalisation, où au lieu d'envoyer 12 semi-remorques de documents prouvant la réalité, ils n'envoient que une clé USB ou qu'un fichier informatique. Le challenge qu'il y avait, il était double. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, hier, les médias étaient en attente, c'est-à-dire que quelqu'un se réveillait au Panama et envoyait l'information qui s'appelait les Panama Papers, mais il n'y avait pas d'éléments proactifs pour protéger et accompagner les lanceurs d'alerte qui souhaitaient partager de l'information. Et puis, le deuxième élément, c'est quand le lanceur d'alerte révélait cette information, et que son nom sortait, il était massacré juridiquement, attaqué, psychologiquement, on l'attaquait jusqu'à épuisement, médiatiquement, il était harcelé, et ainsi de suite. Et donc, ce que fait The Signal Network, on a deux valeurs ajoutées. La première, c'est qu'on fédère les grands médias en Europe et aux États-Unis. Pour l'instant, en Europe et aux États-Unis, aujourd'hui, 12 grands médias qu'on coordonne pour qu'ils lancent des investigations. Donc, les grands médias, c'est Guardian, Mediapart, Le Monde, le New Yorker, New York Times. Alors, on a différents niveaux, mais on va dire le cœur, c'est le Daily Telegraph, Mediapart, Die Zeit en Allemagne, La Repubblica, le Los Angeles Times, et ainsi de suite. Et puis, on est en train d'attirer, suite justement au travail qui a été fait depuis 4 ans, et puis surtout à ce qu'on a montré et réalisé depuis 4 ans, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, etc. Le New Yorker est un autre exemple. Donc, on coordonne ces médias pour qu'ils lancent des enquêtes sur les thèmes qu'ils ont choisis. Donc, on n'attend plus qu'il y ait un lanceur d'alerte qui se réveille. On dit, c'est le média qui va définir le thème parce qu'on pense qu'il y a des choses graves qui se passent et qu'on veut valider ou révéler ces choses graves. Et puis, la deuxième chose importante, c'est qu'on protège le lanceur d'alerte, qu'il nous ait révélé à nous ou à d'autres, d'ailleurs, médias, des informations. Dans une approche surtout on est très sensible à ce que ça ne soit pas un incentive. Le but, ce n'est pas de pousser le lanceur d'alerte à révéler, mais c'est de dire une fois qu'il a pris sa décision, il faut qu'on puisse le protéger et l'accompagner. Aujourd'hui, il est protégé
dans 15 pays avec 6 niveaux de protection juridique, psychologique, préservation de sa vie privée, en particulier digitale, jusqu'à ce qu'on appelle l'extraction ou la mise au vert, c'est-à-dire qu'on trouve un Airbnb quelque part entre la Creuse et le Montana, et on lui dit reste là pendant quelques mois. Et ça, donc, quand on en parlait lors du premier épisode, je crois que tu étais plutôt vers le début, que tu finançais toi-même. Ouais. Ça coûte combien de financer un truc comme ça ? Le budget de la fondation, c'est à peu près un demi-million d'euros, de dollars par an. Par an. Toi, tu as financé 2 ans. Alors oui, il n'était pas à ce niveau-là, okay. Heureusement d'ailleurs. Mais oui, j'ai financé pendant 3 ans la fondation. Là aussi, on a vécu quelque chose qui est assez proche. Et il y a plein de similitudes d'ailleurs avec le monde des entreprises et des startups. On est arrivé à un moment où on n'avait plus d'argent. Et donc, fin de l'année, à la même époque, on s'est dit, tiens, il va au même moment que Don, d'accord. Il va peut-être falloir fermer la fondation pour manque de financement. Et puis, fin d'année, c'est déclenché une série de financements. Donc, on a eu le New York Times Foundation, George Soros, Pierre Omidyar, ou la fondation de Pierre Omidyar. Pierre Omidyar, qui est le fondateur de eBay. eBay, ouais. J'ai l'impression qu'il aura toujours plein d'argent, lui. Il finance tout. Alors, dans le journalisme et dans toutes les recherches, il est partout. Hein, ouais. Mais, George Soros aussi, mais Pierre Omidyar est extrêmement actif sur la défense de la liberté de la presse. Et puis, Shuffleworth Foundation, enfin voilà, un certain nombre de fondations ont contribué au financement de notre activité. Ah ouais. Combien au total alors ça s'étale il y a un certain nombre de milestones, mais on s'approche du million, du million de dollars donnés, quoi. D'accord. Et toi, tu as vécu ça en parallèle sur tes 2 business, un business et une fondation, en fin d'année 2020, qui était une année quand même, somme toute, assez simple pour tout le monde, hein, on l'a bien vécu. T'étais au bout de la roulette ou... Oui, j'étais quand ce que vous avez bâti depuis 3 ans, 2 ans, frôle le mur, ou touche le mur, ou risque de finir, c'est moralement, faut avoir un certain niveau de résistance. Enfin, ça secoue, on va dire. Tu peux m'en dire plus ? Oui, dis-moi-en. Je sais pas comment toi qui a quand même, alors tu me l'as raconté aussi, t'as pas tout réussi dans ta vie avant, etc. Mais quand t'as eu une période assez faste pendant quelques années, quand tu reprends un tank comme ça, parce que moi je t'ai toujours vu en fait hyper positif, souriant, sympa, etc. Tu nous as accueillis avec mes associés à Bordeaux chez toi, un peu vraiment au pied levé encore l'impromptu chez toi, c'est un peu je sais pas la définition, j'ai l'impression, mais l'année dernière pour bosser, d'ailleurs tu as participé, tu revenais de ton taekwondo et tu nous t'as animé un peu de manière proactive en posant des questions, un peu tout ça, et c'était hyper intéressant. Mais quand tu arrives toi-même dans cette position, tu fais quoi et où est-ce qu'elle est ? Enfin, je veux dire, comment tu réagis avec l'expérience ? Alors, j'allais dire, d'abord, tu te bats jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que la guerre, elle est perdue à la dernière bataille, hein. Et il y a eu toujours plein de guerres où, tout au dernier moment, la dernière bataille a fait le changement total de l'histoire, j'allais dire. Donc, le premier élément, c'est que tu te bats jusqu'au bout. Et sinon, j'aurais d'ailleurs fermé les 2 bien avant, parce que j'avais quand même continué à financer, alors que les conditions n'étaient pas faciles, les 2 sociétés. Et donc, voilà, je me dis, tu vas jusqu'au bout. Deuxième, tu essayes de rationaliser quand même un maximum. Donc, tu es quand même assailli par l'émotion, mais tu rationalises en disant, d'abord en disant, sous quelles conditions j'arrête. Donc, tu définis un vrai process qui dit, si j'ai pas ça, si j'ai pas ça, si j'ai pas ça, si j'ai pas ça. Tu fais tout seul, ça ? Oui, je le fais tout seul. J'ai la chance d'avoir la rationalisation, tu le fais tout seul, mais tu t'enrichis sur le cadre, j'allais dire, les conditions ou la structure de ta rationalisation en utilisant des expertises externes, quoi. Donc, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont précieux, qui sont que ça soit du milieu du non-profit, donc des associations, ou que ça soit dans le milieu des investisseurs, et qui partagent avec toi leur feedback, leur analyse, leur opinion sur ce que tu vas faire. Et tu as besoin d'ailleurs d'un regard extérieur. T'es tellement
engagé dans le sujet, involved dans le sujet, et tu as tellement d'émotions qu'il te faut un regard extérieur qui te permette de prendre un peu de distance, quoi. Donc tu rationalises et puis surtout tu relativises, hein. C'est-à-dire que taper une boîte, c'est peut être vécu comme quelque chose de dramatique. D'abord, l'échec, alors surtout dans la culture américaine, mais aussi maintenant dans la culture européenne, fait une source de richesse. Et puis sur la pyramide de Maslow, qui sont les 7 fondamentaux pour être équilibré, c'est pas dedans, hein. Je veux dire, quand vous êtes en bonne santé, que votre famille est en bonne santé, que vous avez un toit et que vous savez ce que vous allez manger demain, vous avez déjà réalisé 90% de votre sécurisation. Le reste, ça devient anecdotique, honnêtement. Intéressant. Quand j'entends juste rationaliser, c'était quoi ta rationalisation à toi? C'était des chiffres, combien je mets, c'était des résultats, c'était... Oui, alors la rationalisation, le process de décision, oui, c'est comme dire... tu t'es dit, je vais remettre tant dans la fondation, je vais remettre tant dans le truc, mais donne, par exemple, tu remets tant, sauf si ça décolle et que t'as... Enfin, c'est jamais très simple parce que t'essayes d'être objectif, mais tu prends, justement, ce que tu essayes de faire, c'est de prendre des indicateurs qui sont complètement rationnels, ton nombre d'utilisateurs par mois, le nombre de sessions par jour, par utilisateur, enfin, tu veux des critères qui soient extrêmement rationnels de façon à ce que ça soit non négociable avec toi-même. Ton danger, ton ennemi, c'est toi-même. Donc, et tu négocies jamais avec toi-même, toi ? J'arrête pas de négocier. Je suis très, très bon à négocier. Je peux expliquer pourquoi, comme j'ai couru 10 km la veille, je peux reprendre du dessert. Donc ça, j'arrive à rationaliser des trucs en 1 milliseconde. 4 fois. Voilà. Et je le fais 100 fois par jour. Je suis très, très bon. Justement, sur des décisions importantes, ça passe plus, quoi. Donc, il faut vraiment se dire, quitte à l'écrire d'ailleurs, en disant, je vais écrire et je vais dire, si il se passe ça, ça et ça, ou si j'ai pas réalisé ça, ça et ça, j'éteins la lumière, quoi. Donc, c'est ce premier niveau de rationalisation. Puis encore une fois, il y a un niveau de mettre les choses en perspective, hein. On ne parle pas de vie humaine, on ne parle pas de mettre en danger sa famille, on ne parle pas de dormir dehors. Enfin, il y a des choses autour de nous, malheureusement, et dans le monde, qui sont sur l'échelle de Richter à 9, là où nous, on est à 1 ou 2, et l'échelle de Richter est exponentielle, hein. Alors, on ne parle pas de vie humaine. Alors, si je prends Dawn, en l'occurrence, notamment parce qu'il y a eu une suite, déjà, tu n'as pas complètement rideau, comme tu l'as dit, fermé, etc. Puis en plus, parce qu'on parle de population de gens, alors qui souvent, en plus, pour la plupart, pour les avoir vus croiser chez toi, sont des ingénieurs ou chefs de projet ou designers brillants qui ont déjà peut-être en partie gagné un peu d'argent sur des exits passés, je sais pas, en tout cas une partie d'entre eux, et en plus trouveront du travail chez Miracle à Bordeaux, puisque Philippe me disait qu'il recrutait plein de monde là-bas, ou chez moi plutôt d'ailleurs, en claquant des doigts, quoi. Donc là tu parles, c'est pas, enfin c'est traumatisant pour tout le monde, mais c'est pas très grave en l'occurrence, ils trouveront de quoi se nourrir et dormir. Sur The Signal Foundation, ça pourrait être problématique si tu as des gens que tu protèges et que tout d'un coup tu les protèges plus. Alors complètement sur Signal Network Foundation, ça peut être problématique. La structure d'accompagnement aurait été en place, hein. C'est-à-dire que les cabinets d'avocats, par exemple, qui s'occupent pourraient continuer leur travail. La majorité travaille pro bono, quasiment pro bono. Donc cette structure aurait continué. Par contre, on n'aurait pas initié de nouvelles protections. D'accord. Mais bon point. L'analyse que je pourrais faire de tout ça, si je voulais être un peu picky, c'est que tu dis tout à l'heure, en même temps, je peux faire ces deux choses. Est-ce que justement, tu peux faire ces deux choses en même temps? Et si on prend Bill Gates, il a arrêté Microsoft pour Bill and Melinda Gates Foundation pour avoir 2000 personnes. Est-ce que vraiment, tu peux être le meilleur Gilles Raymond pour les deux? Est-ce que parce que le fond de cet épisode c'est ça, c'est que moi je me pose ces questions et je me dis en fait j'aimerais et je vais faire des épisodes avec des personnes sur l'impact social et comment aider des personnes pour qui c'est pas si simple à devenir entrepreneur notamment donc ça c'est de l'impact que je peux avoir, mais c'est un effet de bord par rapport à mon impact d'origine sur les contenus. Là toi on parle presque d'une autre vocation.
Est-ce que ma question est claire? Est-ce que tu peux vraiment être super fort dans les deux en même temps? Et est-ce qu'on doit... la question que je me pose et que je te pose, et tu n'as peut-être pas la réponse, mais à quel moment je dois me lancer dans cette mission ultime comme tu l'as faite avec Signal Network Foundation, comme le fait Bill Gates avec Bill and Melinda Gates Foundation, ou voilà. Alors moi j'adore, c'est quand cette question vient de quelqu'un qui réussit brillamment sa boîte Cosa Vostra et qui réussit brillamment son podcast chez DIY. Non mais c'est sympa, mais oui, mais tu vois. Alors je vais te reformuler ça. Moi j'ai trop peu à mon goût participé à des œuvres de charité, à des choses comme ça. J'ai donné, j'ai fait des choses, mais j'ai pas l'impression d'avoir mouillé le maillot. Et en tant qu'entrepreneur, et que tu vois, génération do it yourself, de cette mouvance en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir fait ça. Mais je me dis que mon tour viendra, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai l'impression de ne pas avoir encore suffisamment... je me dis, si je prends trop de temps trop tôt, finalement, si j'avais passé 50% de mon temps à 25 ans à faire des œuvres caritatives, eh ben, en fait, j'aurais eu moins d'impact que si j'en passe 25% de 50 à 70, parce que j'aurais plus de moyens, plus d'expérience, plus de... Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors... Oui, non, c'est-à-dire, ce raisonnement-là, il a un danger, c'est l'histoire du mec qui dit « je vais monter ma boîte ». C'est de la procrastination. Et puis plus tard, le mec, il a 50 ans ou 60 ans et il se dit, zut, mon rêve, ça aurait été de monter une boîte et puis je ne l'ai jamais fait, c'est dommage. Ça, c'est mon premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse, c'est il faut le faire quand on en a envie, quoi. En se disant comment je peux être le plus utile, sur quel domaine je suis le plus passionné, comment je peux le contribuer. Et donc, c'est une décision qui est avant tout strictement personnelle. Il faut surtout ne pas entendre un discours de moraline kantienne ou le discours de « je vais t'expliquer ce qu'il faut faire ». C'est quand est-ce qu'on a envie de le faire. Et il y a des moments où il ne faut pas le faire. Enfin, moi, à un moment, j'avais mes enfants en bas âge. Ma priorité, c'était mes enfants en bas âge. Puis après, quand mes enfants ils ont 20 ans, ils ont moins besoin de moi, voire moins ils me voient, je caricature, dans la période adolescente, moins ils me voyaient, mieux ils se portaient. Donc voilà, du coup, ça donne une plus grande autonomie sur son emploi du temps. Donc c'est à la recherche permanente de cet équilibre qui va permettre d'être bon dans plusieurs domaines. Et puis, il y a des fois où c'est le cas, par exemple, de The Signal Foundation, où j'ai initié parce qu'il y avait un timing qui faisait que j'avais du temps et que je pouvais initier. J'avais vendu ma boîte et j'étais sorti de Cheetah Mobile qui avait racheté ma boîte. Je n'avais pas encore remonté une nouvelle boîte. J'ai lancé cette activité et puis il est arrivé un moment où j'étais plus la bonne personne. Et donc, j'ai dit, Delphine, ton background sur Reporters sans frontières est exceptionnel et prends la direction de la fondation. L'étincelle qui a donné lieu à cet épisode, c'est que quand même dans les dernières fois et aujourd'hui en particulier que je t'ai vu, ce que tu me dis à chaque fois, c'est que ce qui t'a quand même rempli de fierté, je dirais, c'est quand même plutôt d'être capable d'aider ce monde à avancer grâce à The Signal Network Foundation, plus que Mobile Republic, quoi. Alors, News Republic ou The Signal Network Foundation sont des grandes joies pour moi. Il n'y en a pas un qui est pas bien. Les deux sont une grande satisfaction et m'ont apporté quelque chose de précieux à un moment T de ma vie. Révéler, par exemple, comme on l'a fait, comment les services secrets militaires russes manipulent ou quels logiciels ils utilisent pour manipuler les opinions publiques sur des sujets sensibles qu'étaient les Gilets jaunes, le Brexit, la Catalogne, l'élection de Trump, ou révéler les plasma files qui laissent penser que les machines médicales généraient des morts parce qu'il y avait des dysfonctionnements, ont une autre envergure, je trouve, en tout cas pour moi, je ne suis pas en train de juger, mais ont un autre niveau de satisfaction que de dire c'est génial, j'ai vendu ma boîte X millions ou XXX millions, c'est génial, j'ai fait la plus belle levée de fonds de la France, du trimestre, du pays, du monde, enfin, qu'importe. Et je ne suis pas dans un discours anticapitaliste, je serais très mal placé pour le faire après avoir vendu ma boîte. Mais je dis, il y a d'autres valeurs
que l'argent. Et c'est pas à la place de, c'est en plus de. Et en effet, il y a une satisfaction de se dire waouh, j'ai sauvé des vies. Quand je dis j'ai, c'est l'organisation The Signal a sauvé des vies. J'y ai amené ma petite contribution. On a révélé des interférences de puissances étrangères dans les démocraties européennes et américaines, où on a aidé à ça. Voilà, ça amène un autre niveau de satisfaction. Oui, sachant que ce que tu dis, c'est que c'est ni anticapitaliste, mais même pour aller plus loin, c'est que ton expérience de start-upper, dans ce contexte, apporte un côté itératif, en tout cas bulldozer, et voilà, qui fonctionne par rapport à d'autres expériences dans ces univers qui sont complémentaires, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, complètement. C'est-à-dire, je pense qu'on ne soupçonne pas quand on bosse dans une boîte essentiellement de la tech, mais sûrement plein d'autres. D'ailleurs, je connais le monde de la tech, donc je vais en parler un petit peu. Mais une boîte de la tech, et quand on monte des startups, l'expertise qu'on a acquise, et encore une fois, elle peut s'apprendre dans d'autres domaines et d'autres secteurs, mais l'expertise qu'on a acquise en j'ai une idée, je l'exécute, je monte des filiales internationales, je fais du management international, je délivre, j'ai des critères de performance, je fais le suivi de ces critères de performance, je passe les obstacles, etc. Et prendre cette expertise qui a été acquise dans le monde privé de start-up et le dupliquer ou l'adapter à un environnement de non-profit, de fondation ou d'association, permet de faire une différence réelle qui est assez fabuleuse. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'être capable de passer tu parlais de 0 to 1, mais d'être passé de 2 à 3 à 200 dans 50 pays ou 2000 dans 50 pays. Si tu mets cette expertise au profit de fondations diverses et variées, c'est terriblement efficace. C'est ce que tu dis. Ouais, complètement. Donc cette expertise qui a été bâtie pour l'intérêt privé, puisque le but du jeu, c'est quand même retour sur investissement des investisseurs ou des actionnaires. C'est quand même le fondamental d'une entreprise capitalistique. Et après, on peut avoir d'autres débats sur d'autres missions, mais le fondamental est celui-là. Vous reprenez cette expertise-là et vous le mettez dans le but d'un intérêt non pas privé, mais public, l'intérêt général. Il est puissant parce que vous arrivez avec des méthodologies de travail, des expertises, une expérience qui est unique. Et en plus, il est valorisant, j'allais dire, en tout cas à mes yeux, bien plus que le retour sur investissement financier, puisque on parle de vie humaine, on parle de démocratie, on parle de valeurs humaines, humanistes fondamentales. En réaction à quoi, toi, tu as monté The Signals Network ? J'ai une sorte d'effet de l'éléphant dans la pièce, là, qui m'est apparu. Je crois pas qu'on en ait parlé pendant le premier épisode. Je pense y avoir déjà pensé. Je n'avais pas envie de te poser une colle, mais toi, tu as vendu quand même un groupe média mobile, news, à des Chinois. Voilà, je pose ça là, et derrière tu mets un truc de protection de témoins, etc. Sachant qu'on sait que, je sais pas, j'entendais récemment une stat qui disait que 70% j'ai dit une connerie, mais c'est ce genre de truc, des moins de 30 ans en Chine n'ont jamais entendu parler des événements de la peste Tiananmen. Pour eux, ça n'a pas existé, quoi, tu vois. Bon, bref, non mais tu vois où je veux en venir ? Oui, très très bien. Est-ce que ça a un rapport ou pas du tout ? Non, alors j'ai eu des retours en disant c'est un groupe chinois, etc. Alors je vais recontextualiser parce qu'à l'époque, Cheetah Mobile faisait 85% de son chiffre d'affaires en dehors de la Chine. Donc, et était coté au passage au New York Stock Exchange. Donc c'était un groupe chinois qui finalement n'était pas si chinois que ça, mais qui a posteriori d'ailleurs l'était beaucoup. Mais voilà, tout ça on le découvre, on le comprend que quelques années plus tard. Mais j'étais pas du tout dans une démarche de culpabilité, et je pense qu'il faut surtout pas faire ça en se disant j'ai un devoir moral ou je suis pas dans une démarche christique. J'ai fait de la merde, je vais me racheter. Je suis pas dans une démarche christique où je dois porter ma croix. Ouais. J'ai de la chance incroyable d'avoir un peu de plus d'argent que ce dont j'en ai besoin, pour pas dire beaucoup plus que ce dont j'en ai besoin. Qu'est-ce que je fais de cet argent-là ? Et donc je peux le placer en bourse ou en crypto-monnaie et essayer que 100 fasse 200 et que 200 fasse 500 et que 500 fasse 1 milliard. Et puis, so what ? J'allais dire. Et alors, une fois que j'ai 1 milliard, 2 milliards, ou ça fera plus 100 millions à construire. Voilà, so what ? Où je dis, cet argent-là, je vais l'utiliser en essayant de faire un truc chouette qui va être intéressant
pour le grand public, qui va être d'intérêt général. Et puis après, je regarde mes expertises en disant qu'est-ce que je sais faire. Je connais ou je comprends un petit peu le monde des médias, puisque News Republic a signé des deals avec 2500 médias dans le monde. Je comprends les enjeux, qu'il y a des problèmes de la fin de la diminution des activités d'investigation. Je vois les lanceurs d'alerte, et puis je rassemble la situation des lanceurs d'alerte qui se font massacrer, puis je rassemble ces éléments-là en disant je suis pas très loin de mon expertise. Et là-dessus, je peux amener, je pense, quelque chose. Et c'est comme ça que The Signal Network est né, quoi. D'accord, alors je fais une pause là-dessus, juste pour comprendre et me projeter, et peut-être projeter ceux que ça peut intéresser, qui cherchent en effet à créer un sens et quelque chose aussi d'autre dans leur vie. Ça n'a pas du tout été instinctif. Tu t'es vraiment posé comme ça en te disant, si moi demain je voulais faire la même chose, est-ce que tu as un framework à me donner et me dire, quelles sont tes expertises, qu'est-ce qui t'intéresse, ou est-ce que juste je me dis, tiens, moi ce qui m'intéresse c'est la faim dans le monde, c'est l'éducation des enfants, c'est l'entrepreneuriat au Mali, tu vois. Alors, je suis intimement convaincu que le premier critère, c'est la passion. Donc, il y avait un bouquin quand j'étais jeune qui s'appelait Le prix de l'excellence et qui disait 50%, il doit avoir 50% de passion dans ce que vous faites. Surtout si vous le faites à titre bénévole. La conséquence d'une fondation, je peux vous garantir, c'est que perdre du fric. Enfin, peut-être que vous avez 30% d'exemption fiscale, l'exonération fiscale, mais vous payez les 70% qui restent. Donc, il faut vraiment le faire avec la passion. Et je suis intimement convaincu que la passion est une locomotive qui tire 10 wagons, là où la rage de vaincre est une locomotive qui tire un wagon. Donc, premier élément, c'est est-ce que vous en avez envie ? Est-ce que c'est dans vos tripes ou pas dans vos tripes ? C'est pas dans vos tripes, quelle que soit la pression sociale, sociétale, vous vivez pour vous-même, c'est pas dans vos tripes, faut pas le faire, quoi. Et puis après, se poser la question de où est-ce que vous allez amener le plus de valeur ajoutée ? Moi, je suis un passionné de philosophie. À un moment, je me suis dit, je vais faire une école de philosophie où je vais héberger des gens, des philosophes, pour qu'ils puissent réfléchir, échanger, etc. Mais je me suis dit, ma valeur ajoutée, c'est quoi ? Rien. Je suis un passionné de philosophie, mais je suis un piètre connaisseur de ce sujet-là. Le mieux que j'ai fait, c'est lire. J'ai aucune valeur ajoutée dans ce domaine-là. Et en revanche, je vois que je peux faire un impact bien plus fort, en tout cas, c'était mon ambition, dans le domaine des médias à un niveau international. Donc oui, je pense que c'est un mélange de passion, et je suis passionné par la news. Je trouve que c'est un vrai pilier de la démocratie, de l'intelligence humaine, du collectif, des sens de responsabilité, de l'éducation. Et puis, en même temps, j'avais une expertise dans ce domaine-là et que j'ai essayé de rendre utile. Ok. Non, je trouve ça intéressant. En effet, quand tu connais pas cet univers que je connais un peu, qui est une passion qu'on partage, je connais bien, tu peux pas te rendre compte de tout ça. Et exactement ce que tu dis sur l'investigation, comme on le voit, c'était un peu le fond du problème de Spotlight, ce film du Boston Globe, par exemple. En fait, on te dit souvent, non, mais en fait, c'est bien sympa ton machin, mais ça coûte hyper cher et voilà, ouais, mais on parle quand même de milliers d'enfants qui se font violer et puis si jamais on n'y va pas, ça va continuer, quoi. Donc, mais ça rapporte rien, enfin moins que Kim Kardashian. Ce qui est un autre problème que tu adresses. C'est une sordide réalité, mais qu'il faut traiter. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, Gilles ? Je veux dire, excuse-moi de cette question un peu pareil, mais comment on fait, comment on aide, comment on fait en sorte que cet épisode réveille du monde, comment, par où on commence, je sais pas. Moi, je te pose une question très vague et très large, mais est-ce que juste on donne cet exemple et on dit, regardez, Gilles, il a fait ça et ça l'a rempli de plein de choses. Est-ce qu'il y a des endroits où il faut aller regarder des bouquins à lire, des personnes à contacter. Est-ce que demain, juste on dit, comme je le dis, quand quelqu'un me dit je veux faire un podcast, je dis achète ton matos et puis fais ton podcast, tu vois, juste fais ça. C'est ça l'étincelle ? Alors je pense que je te rejoins sur en particulier la dernière partie, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie de faire, hein ? Est-ce que vous vous sentez prêt ? Est-ce que vous avez de la bande passante ? Est-ce que vous avez liberté de disposer de soi-même ? Et donc c'est
est-ce que réfléchissez et est-ce que vous avez envie, vous, de contribuer? Et la contribution, elle peut être, encore une fois, quelqu'un de sa famille, elle peut être une ville, elle peut être un continent, elle peut être, etc. Il y a un élément quand même qui est frappant parce que le monde de la tech est très branché sur la culture américaine. Et c'est quand même frappant de voir qu'aux États-Unis, la démarche de monter une fondation et de contribuer un meilleur monde est une démarche qui est quasiment automatique. C'est-à-dire que tous les grands du monde de la tech ont monté une fondation et donnent des milliards. Enfin, je rappelle que la fondation Bill Gates, de mémoire, c'est 2000 personnes au sein de la fondation Bill Gates. 2000 employés à plein temps. 2000 employés à plein temps. Que Jeff Bezos a filé 1 milliard d'euros pour sauver la planète ou pour lutter contre le réchauffement climatique, pour être plus précis. Donc il y a cette vraie culture-là. Peut-être que ça peut être aussi une source de réflexion pour nous et une source d'inspiration en disant tiens, on a aussi en France et en Europe des moyens, de l'intelligence, de l'expertise. Oui, il y a un rôle de l'État qui est important, mais on peut faire mieux ou on peut, là où l'État n'est pas le meilleur, compléter. Oui, c'est ça, parce qu'on a quand même ce sentiment, c'est que, en fait, dans des pays plutôt finalement placés à gauche de l'échiquier, en Europe et en France particulièrement, nous, on paye des impôts pour ça. Et qu'aux États-Unis, ils payent pas d'impôts, ce qui est pas vrai. Hein. Alors, notamment au niveau personnel, ça, on a déjà eu des débats, je crois, même sur ce podcast et avec toi et même avec plein de monde. C'est-à-dire qu'en Californie, tu payes autant, si ce n'est plus d'impôts sur tes revenus. En revanche, dans les grosses sociétés à forte valeur technologique, c'est pas forcément le cas, on le sait. C'est en train de changer, on essaye, mais même la TVA et les impôts les plus basiques dans certains pays sont pas payés. Donc, tu te dis peut-être qu'il y a un système de reversement qui est différent aussi. Oui, mais in fine, j'allais dire qu'importe du système fiscal. Et d'abord, je suis pas fiscaliste, et puis on pourrait discuter de. Mais si vous avez du temps libre, si vous avez de la passion, si vous avez de l'expertise, si vous avez de l'envie, et en plus si vous avez des moyens financiers, peut-être qu'il y a une opportunité pour faire, pour make a better world. T'as exactement raison de revenir là-dessus, parce qu'en fait, on s'en fout, en fait. Et d'ailleurs, la bottom line, le fond de l'histoire, c'est que toi, peu importe toutes ces histoires de fisc et de machin, c'est encore une fois aujourd'hui un truc, alors, pas à mettre en compétition avec News Republic, mais je dis news mobile une fois sur deux, hein, tu m'en veux pas, mais j'ai toujours fait cet amalgame. C'est de ta faute, de toute façon, c'est pas de la mienne. Commencer par étant news mobile République et après ça devient News République. Donc t'es juste dans les deux cas. Ça t'emplit aussi de, tu vois, de ta vie de plein de bonnes choses. Donc a priori, même si tu te foires sur ce genre de truc, c'est quand même un truc dans lequel tu perdras pas grand chose, quoi. Peut-être de l'argent, un peu, mais bon, comme tu le dis. Oui, mais de toute façon, c'est la fondation où le but non lucratif, comme elle porte ton nom, elle est là pour que tu perdes du fric. Et tu peux pas échouer. Ouais. Tu peux pas aussi bien réussir que tu le souhaites. Exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu disais, j'ai le sentiment de ne pas avoir assez contribué. Mais on a tous ce sentiment. Donc, quel que soit le temps que vous passez, il y aura ce sentiment-là. Mais vous pouvez pas échouer. À la fin, vous donnez et vous aidez les autres. Ça peut être qu'une réussite. Ouais, combien même t'auras payé des centaines de milliers pour sauver une vie alors que t'espérais en sauver 100, t'auras sauvé une vie, quoi, et t'auras gagné. Ouais. Et combien vaut une vie? Beaucoup. L'autre aspect, on l'a évoqué tous les deux, mais de tout ça, c'est que tu me parles de Jeff Bezos, tu me parles de Bill Gates, tu parles de... est-ce que, et j'en ai aucune idée évidemment, et je pense que tu n'auras pas la réponse à cette question, je vais donner juste un indice, je vais rendre hommage une fois de plus à Olivier Goy, tu vois, qui est quelqu'un que j'ai une admiration sans borne, mais c'est qu'on le dit moins en France et en Europe, je pense, tout ça. On fanfaronne moins quand on donne ou quand on... Olivier, sur Génération Do It Yourself, a plusieurs fois parlé de sa Photo for Food Foundation, mais souvent aussi, c'est moi qui vais en parler. Et à chaque fois, mais quand tu lui en parles, tu vois ses yeux, il y a sa femme qui bosse full-time là-bas, qui a arrêté son job. Moi, il m'a dit des trucs, tu vois, en voyant certaines choses, et il me dit, non, mais... nous, en fait, tous les... alors, je sais plus, c'est lundi, mardi, surtout en hiver, on donne X centaines de repas pour les Restos du Cœur, mais moi, j'ai pas envie de fanfaronner là-dessus, tu vois. Alors, et je le comprends, il y a une certaine pudeur et
Et puis aussi, il fait pas ça pour ça, en fait. Il fait pas ça pour dire, regardez, c'est super, je suis un mec bien, en fait. Mais les Américains, ils le font. Alors, est-ce que... Et il y a souvent un agenda qui est différent. Quand ils disent, je vais donner 1 milliard, c'est aussi pour inspirer d'autres. Quand Warren Buffett dit, je vais donner 99 ou 100% de ma fortune, c'est aussi pour dire, faites comme moi. Allons-y tous ensemble. On fait pas ça en France, quoi. Oui, alors pour plein de bonnes raisons ou mauvaises raisons, je sais pas, mais pour plein de raisons en tout cas. La première, c'est qu'il y a quand même une culture aux États-Unis. Il y a une notion, moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, qui s'appelle la communauté. Et aux États-Unis, si en bas de votre CV vous n'avez pas une ligne qui est communauté, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites pour les autres, bah vous passez pour un égoïste absolu, quoi. Donc, et en France, on n'a pas du tout cette culture-là parce qu'on n'a jamais fait la conquête du Far West. Ouais. Hein. En fait, Et ça vient de là. Hein. Je fais quoi pour les autres? Je paye mes impôts. C'est un peu ce C'est qu'on ça. se dit. J'exagère, mais donc j'ai le droit de jeter mes papiers par terre puisque je paye mes impôts et il y a quelqu'un qui est payé pour les ramasser. De toute façon, c'est un peu ça. Donc il y a quand même une culture sous-jacente permanente qui est... J'éclate les gens qui jettent leurs papiers par terre, je vous préviens. Faites pas ça devant moi. Pardon. Il y a quand même une culture sous-jacente américaine qui est très forte dans l'ADN américain qui est dit bah, tu dois aider la communauté. Sous un prétexte réel ou pas, encore une fois, hein, je ne veux pas faire un débat fiscal du rôle de l'État, régalien ou pas. Le deuxième élément, c'est qu'en effet, il y a une source d'inspiration des grands leaders économiques, en tout cas de la tech, mais plus que de la tech d'ailleurs, et une sorte de concours d'ego. Hein. Il y a, moi, ce qu'on appelle le pledge, donc je fais le serment de donner 90% de ma fortune. Ah bah si lui, il a fait le serment de donner 90, moi je vais faire 95%. Et donc il y a cette concours d'émulation qui dit, c'est moi qui vais donner le plus. Fine, ça me va. Mais ouais, fine. Je pense qu'on aurait tout à gagner en Europe de faire la même chose. Je trouve que les grandes success stories de l'entrepreneuriat française, et je parle pas que du monde de la tech, hein, elles sont très discrets. Et s'ils font quelque chose, d'ailleurs, on peut se poser une première question, sont très discrets et ça serait magnifique qu'ils s'érigent en tant qu'exemple pour tout le monde en disant, quand on a réussi financièrement, on peut mettre ses compétences, ses moyens et ses compétences au service de l'intérêt public et l'intérêt général. Ok. J'étais en train de me dire qu'on a balayé tout le spectre en fait jusqu'aux très grands entrepreneurs et parmi les plus riches à ceux qui commencent et voilà on le dit on peut le faire tout de suite il y a pas de barrière mais en fait on n'a pas besoin d'être que entrepreneur évidemment aussi hein, parce que je veux dire si t'es 4 dans une belle boîte tech ou une banque d'affaires voilà t'as aussi évidemment le droit, alors peut-être le devoir aux États-Unis à cause de cette ligne sur ton CV, mais aussi en France, le droit de faire ça. Et a priori, non seulement ça te fera pas de mal, mais en plus ça fera beaucoup de bien a priori à d'autres. C'est un peu ça le message qu'on doit faire passer. Ah oui, complètement. C'est il faut se sentir à l'aise suivant sa bande passante, suivant ses disponibilités, suivant ses envies, suivant sa passion pour contribuer à son échelle. Et son échelle, encore une fois, hein, ça peut passer du temps avec quelqu'un qui va pas bien parmi ses proches et dire bah non, ma priorité c'est pas de regarder le film Netflix ou c'est pas de terminer la présentation PowerPoint, mais à 19h je m'occuper de quelqu'un qui va pas bien dans ma famille. C'est déjà magnifique. C'est déjà magnifique. Et s'occuper des gens qui vont bien aussi, c'est bien d'ailleurs, si vous en occupez exactement. pas. Exactement. Déjà, ça peut être un problème. Qui vont bien, très bien vu. Et puis, encore une fois, après, on définit son échelle et la volonté à laquelle on veut contribuer. J'insiste, hein, il n'y a surtout pas de leçon de morale. S'il y en a, il faut la rejeter. Il n'y a pas de pression sociétale. C'est avec quoi on est confortable. Ok, je reformule la même manière pour clôturer cet épisode, si tu veux bien, Gilles. Il n'y a surtout pas de leçon de morale dans ce qu'on vient de dire. Il y a juste un truc, c'est qu'on aura gagné cette heure passée ensemble un peu plus si une seule personne se dit bah tiens ce truc ça fait longtemps que je me dis que je voudrais le faire et qu'il le fait en fait quoi et j'insiste là-dessus hein, mais c'est comme ce podcast que tu veux faire juste achète le matos c'est pas très cher ou pique-le à quelqu'un débrouille-toi trouve quelque chose mais fais-le. Et juste je pose mes écouteurs et j'écris pas une note en me disant je le ferai plus tard non je fais des statuts de fondation d'association j'appelle 2 potes je dis je vais faire ça je me donne une date et je la tiens et une fois que c'est parti là-dessus ben nous on aura gagné cet épisode et vous aurez gagné cet épisode aussi quoi c'est ça exactement dans tous les cas ce sera un projet magnifique quelle que soit sa taille.
Cool, Gilles Raymond, on te suit sur LinkedIn, je mettrai tout partout. Nous, on se revoit bientôt à Bordeaux d'ailleurs, où je te présenterai notre nouveau super lieu. Et puis, on écoute le premier épisode de Génération Do It Yourself, qui était vraiment super chouette aussi. Si vous n'avez pas eu assez de Gilles Raymond, le 112, voilà, que vous trouverez. Bon, je sais pas si je ferai d'autres freestyles comme ça. Je sais pas où est-ce qu'on. Voilà, vous me direz aussi ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire si vous pensez qu'on est deux gros cons et qu'on dit n'importe quoi. Et puis, si vous aimez bien aussi, vous pouvez aussi nous écrire pour nous le dire. Je préfère l'option de. Mais la liberté d'expression est importante. Ouais. On vous donnera une protection si jamais vous dites n'importe quoi. Salut Gilles, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut à tous. Ciao. J'espère que ça vous a plu. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.